Certes, j'achète pas mal de livres, mais vous voyez, je prends aussi le temps de les lire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, et oui, je suis très fière, une fois de plus, un point lecture. J'ai donc trouvé le temps de lire 4 titres supplémentaires dont j'ai très envie de vous parler aujourd'hui. Parce que niveau plaisir de lecture, coup de cœur, déception, j'ai l'impression que une fois de plus, on va passer un petit peu par toutes les nuances de la palette, du livre qui m'a profondément déçu au roman qui m'a totalement embarqué. Aux 2 romans qui m'ont plutôt totalement embarqué. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui pour moi il y aura du très bon, du moyen et aussi malheureusement une déception. Alors trêve de parlotte et passons tout de suite à mes avis lecture. Je ne sais pas à quel moment je posterai cette vidéo, mais sachez que lorsque je la tourne, nous sommes au mois d'octobre. Et le mois d'octobre est un mois durant lequel Stephen King est beaucoup mis en avant. Tout simplement déjà parce qu'en automne, nous avons Halloween avec tout l'univers que cela sous-entend qui est généralement plutôt raccord avec l'univers global de Stephen King. Mais aussi parce que Thomas Books, qui est un lecteur fan de King comme moi, qui organise tous les ans l'automne du King, je crois, qui est une sorte de challenge entre guillemets, ou en tout cas d'événement pour essayer un petit peu de motiver les gens à lire du King durant la saison de l'automne. Bref, tout ça fait que forcément, encore plus que d'habitude j'ai envie de le dire, durant ce mois d'octobre, j'ai eu très envie de lire du Stephen King et pour cela, j'ai commencé avec L'année du loup-garou de Stephen King, donc aux éditions Le Livre de Poche, dans ce format un petit peu bâtard, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas vraiment sur le format classique de chez Le Livre de Poche, puisque on est sur quelque chose d'un peu plus grand. Parce qu'à l'intérieur, ce livre est donc illustré par Bernie Wrightson. Alors, de quoi que cause ce très court livre? Eh bien, tout simplement, comme vous vous en doutez, d'une histoire de loup-garou. Pour faire très simple et très rapide, on se trouve une fois de plus dans une petite ville paumée des États-Unis, que j'imagine être très certainement en plein milieu du Maine, dans laquelle vont se succéder des attaques sur différentes personnes, des attaques qui semblent être du fait d'un loup-garou. Et ce qui fait l'originalité de ce récit, c'est qu'en fait, chaque chapitre assez court, qui relate à chaque fois une attaque différente, prend également place à chaque fois durant un mois différent de l'année. Donc on est avec, si j'ai du coup bonne mémoire, 12 chapitres qui retracent donc toute une année dans cette ville autour de ce mystérieux loup-garou qui ne veut pas que du bien aux habitants. Et je pense que j'en ai dit bien assez vu la longueur de ce court roman, novella. Là encore, on est un peu dans un entre-deux flou que j'aurais un peu du mal à décrire avec précision. J'ai donc décidé enfin de me faire ce très court livre et je dois reconnaître que si cette, allez, on va dire nouvelle n'était vraiment pas désagréable à lire, pour moi, elle est quand même bien loin de l'immense talent de Stephen King. Vous le savez, ayant pour but de lire toute la bibliographie de l'auteur, forcément à un moment ou à un autre, elle allait y passer. Alors j'avoue qu'à la base, je ne suis pas la plus grande fan des histoires de loup-garou, de tout cet univers de lycanthropie, mais je me suis dit que revu et corrigé à la sauce King, ma foi, ça pouvait réserver de bonnes surprises. Et si j'ai trouvé que la construction même du récit et ce principe à chaque fois d'utiliser une journée d'un mois différent sur toute une année était plutôt originale et bienvenue. Pour ce qui est de la réinterprétation du mythe du loup-garou, j'ai trouvé que pour le coup c'était plutôt très faible. C'est une histoire de loup-garou, point barre, comme on en a déjà lu des centaines. Alors certes on retrouve ce côté assez angoissant et parfois même un peu gore dont King aime parsemer ses romans, d'ailleurs beaucoup plus, je trouve, au début de sa carrière d'écrivain que maintenant, en règle générale. Mais pour le reste, rien de surprenant. C'est donc une nouvelle très sympa à lire là durant cette période de fin d'année, de l'automne et aux alentours d'Halloween, histoire de se laisser porter par cette ambiance frissonnante, mais n'en attendez pas plus.
J'ai apprécié le fait qu'une fois de plus, comme c'est souvent le cas quand même chez King, ce soit un enfant qui là encore soit vraiment au cœur du récit. Mais je trouve vraiment dommage que ce personnage justement de cet enfant n'ait pas été beaucoup plus exploité dans l'histoire. Après, vous me direz, on reste sur un format nouvelle, et forcément le nombre de pages limitées ne permet pas non plus de vraiment développer le personnage comme il devrait être. J'ai aussi eu un vrai souci, une fois de plus malheureusement, avec la traduction. Alors au-delà du fait que par moments, je l'ai vraiment trouvée assez mauvaise. Parce que, pour exemple, hein, dans un passage, je me souviens, le traducteur a accordé au féminin un nom genré au masculin. C'est un petit peu la base de la grammaire française, mais bon, soit. Et bien, en plus de ça, de ces grossières erreurs d'accord, ce qui m'a le plus posé problème, c'est que, personnellement, je n'ai pas retrouver le style, la patte de King. Que ce soit dans le choix du vocabulaire ou même dans les tournures de phrases parfois assez alambiquées, je ne reconnaissais pas globalement la plume de Stephen King. Alors je veux bien croire que l'auteur n'a probablement pas donné le meilleur de lui-même lorsqu'il a écrit cette nouvelle, mais je reste persuadée au-delà de ça que vraiment la mauvaise qualité de la traduction est venue vraiment s'ajouter par-dessus ça et m'a fait ressortir de cette lecture avec un avis au global assez mitigé. Les illustrations de Bernie Wrightson, quant à elles, sont plutôt appréciables, d'autant plus dans ce cadre d'histoire horrifique. Ce n'est personnellement pas le type de dessin que j'apprécie le plus, mais il n'en reste pas moins que je les ai trouvés vraiment réussies et qu'en plus de ça, elles permettent vraiment, je trouve, de mettre en relief le récit et de renforcer cette ambiance plutôt sanglante et effrayante. Une nouvelle donc plutôt sympathique à lire pour cette période d'Halloween, mais selon moi, c'est tout de même assez éloigné de ce que King a l'habitude de proposer, qualitativement parlant. Ce n'est pas un texte dont personnellement je retiendrai grand chose, je pense, dans l'avenir. Et s'il vous plaît, si vous lisez ce titre sans absolument connaître Stephen King, s'il vous plaît, vraiment ne vous arrêtez pas à ça, parce que pour moi ce n'est vraiment pas représentatif de la qualité de son travail. En résumé, je dirais donc que L'année du loup-garou pour moi est une histoire sympathique mais sans plus, qui malheureusement en plus de ça pâtit vraiment d'une traduction très approximative. Comme quoi, hein, vous le voyez, j'ai beau être une fan inconditionnelle de Stephen King, et bien je suis la première à reconnaître que parfois certains de ses écrits ne sont pas forcément à la hauteur du reste de son travail. Que voulez-vous? Même les plus grands ont parfois leurs moments de faiblesse. Bon, et puis puisque l'on est du coup dans les avis plutôt mitigés, je me dis restons dedans, allons-y franco, d'autant plus que pour le roman suivant, je risque peut-être de me prendre sur le coin de la tronche une pluie d'injures ou je ne sais quoi. Je pense que mon avis sera peut-être une opinion impopulaire, mais que voulez-vous, ça n'en reste pas moins que mon humble avis. Je vais donc pour ça vous parler de L'Attrape-Cœur de Jérôme David Salinger, aux éditions ici Pavillon Poche de Robert Laffont. Bien, alors si je dois vous résumer L'Attrape-Cœur, je dirais que c'est donc un roman, comme vous voyez, alors j'ai envie de dire assez court, mais en fait, ouais, allez, il fait à peu près 250 pages, un petit peu plus, dans lequel on va suivre Holden, qui est un jeune garçon de 16 ans qui vient de se faire renvoyer de l'école pour garçons, parce que si mes souvenirs sont bons, il n'y a que des garçons, donc cette espèce d'école à ses côtés dans laquelle il était, et suite à ce renvoi, il va tout d'abord errer un petit peu durant une nuit, je crois, dans le dortoir avec tous les autres garçons qu'il côtoyait dans l'école, puis il va décider de repartir à New York, où il a grandi, où se trouve sa famille, et errer également quelques jours dans les rues de New York, et nous allons suivre tout ça vraiment
avec ses yeux, parce qu'en fait tout ce texte est raconté à la première personne comme une espèce de très longue confession, de monologue intérieur. Et forcément, on va donc avoir accès aux pensées profondes d'Holden, à tout ce qu'il fait grave flipper, comme le fait tout simplement de devenir un adulte, de devoir suivre certaines règles qu'on lui impose. Et Holden, tout ça, pour rester poli, on va dire que ça l'ennuie profondément. Et qu'il n'est pas vraiment partisan de suivre ce qu'on lui dit. Alors, je sais que l'Attrape-Cœur est vraiment perçu comme un classique de la littérature américaine, et c'est d'ailleurs totalement pour cette raison à la base que j'ai eu envie de le lire. Mais je crois que je suis complètement passée à côté de cette lecture, et au-delà de ça, je dois reconnaître qu'une fois que j'ai eu terminé ce roman, je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qui a fait que ce livre est passé dans la catégorie de ces romans un peu indémodables qu'il faut découvrir. L'aspect le plus frappant de ce roman, bien sûr, pour moi, est indéniablement la plume très particulière de Salinger. Je n'ai encore lu aucun autre titre de cet auteur, donc je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de récurrent chez lui, si c'est une espèce de marque comme ça de son style. Mais en tout cas, vraiment dans l'Attrape-Cœur, comme je le disais, tout du long, on est avec un récit à la première personne, dans lequel notre personnage principal use d'un langage parlé hyper prononcé. La langue est vraiment très très familière, voire parfois carrément grossière, et cela vraiment tout du long. Et j'avoue que ce type d'écriture d'un bout à l'autre, c'était parfois lourd, et au-delà de ça, tout simplement à lire, ce n'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus agréable. Alors, j'ai très souvent entendu dire que ce titre était une sorte de roman initiatique sur le passage de l'adolescence à la vie d'adulte. Oui, ouais. Ok, si on schématise très très grossièrement, pourquoi pas. Pour ma part, je trouve surtout que c'est le récit de plusieurs jours d'errance d'un petit con qui n'a absolument pas envie d'avoir de limites ou de contraintes et qui en plus de ça est généralement très prompt à juger ses semblables ou tout autre personne qu'il pourrait croiser. Donc, au-delà du style d'écriture, hein, vous vous en doutez, l'autre gros problème que j'ai eu avec ce titre, c'est tout simplement que j'ai détesté Holden, notre personnage central, et narrateur du récit en plus de ça. Je l'ai trouvé tellement immature, pédant, obtus et bourré de préjugés que forcément, hein, tout au long de ma lecture, je n'avais de cesse de n'avoir qu'une envie, c'était celle de le baffer, histoire de le recadrer un petit peu, jeune homme. Je ne suis pas contre les récits qui présentent des anti-héros. Bien au contraire, j'ai même plutôt envie de dire que généralement, si c'est bien fait, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais là, ce personnage était beaucoup trop insupportable et caricatural pour que j'arrive à passer outre ce sentiment de détestation pure du bonhomme. J'ai détesté la première moitié du roman qui représente grosso modo toute cette partie où il erre dans cette école, comme je le disais, hein, dont il vient de se faire renvoyer, au milieu de ses camarades de chambrée qu'il déteste absolument tous. Faut dire qu'à part sa petite sœur et son frère décédé, il n'y a pas grand monde qui trouve grâce à ses yeux. Il n'a de cesse dans cette partie de faire des digressions pénibles à n'en plus finir. Et je vous avoue que d'une certaine manière, ça m'a un petit peu rappelé ce que j'ai également détesté dans Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, que d'ailleurs à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas réussi à terminer. Oui, c'est la vidéo où je sais que je vais me faire lyncher, hein, mais pour moi, Virginia Woolf, il n'y a pas plus chiant. En tout cas, pour l'instant, je n'ai personnellement rien lu de plus soporifique. J'ai donc largement préféré la seconde moitié du roman, celle dans laquelle, comme je le disais, il va revenir à New York, cette ville où vit sa famille et où il a lui-même grandi. Et je crois que j'ai vraiment commencé à apprécier le récit
Dès l'instant où il va se rapprocher de chez lui et rentrer en contact avec sa petite sœur avec qui il va pouvoir échanger. Mais grosso modo, ça ne représente que les 50 dernières pages du bouquin. Autant dire qu'avant d'arriver là, ma lecture m'a paru bien longue. L'Attrape-cœur est donc pour moi le récit de quelques jours dans la vie d'un adolescent plutôt minable qui tente de se faire passer pour quelqu'un de bien plus glorieux et admirable qu'il ne l'est en réalité. Et c'est dommage parce que parfois comme ça, on avait quelques passages qui pouvaient donner un peu plus de nuances au personnage et qui me laissaient entreapercevoir la possibilité d'avoir peut-être une once d'attachement à ce personnage. Je pense par exemple au passage dans le train lorsqu'il rencontre les bonnes sœurs ou à d'autres passages où il va revenir sur son enfance avec son frère qui est depuis décédé. Mais ces aspects de sa personnalité et de sa vie n'étaient malheureusement pas assez creusés, pas assez approfondis pour arriver à contrebalancer le côté juste détestable de ce personnage. Alors ok, Holden est un adolescent solitaire, perdu et totalement effrayé par le fait de grandir et d'assumer tout ce qui va avec la vie d'adulte, mais la façon dont Salinger a traité ses angoisses et ses thématiques, qui pourtant à la base sont vraiment des thématiques qui en plus de ça m'intéressent beaucoup, ne m'ont dans ce roman tout simplement pas plu. La fin m'a également plutôt déçue. C'est vrai que je m'attendais à une certaine fin. Voilà, je m'étais fait une idée de la façon dont pouvait se terminer ce roman et j'attendais un espèce de point final assez choc, alors que finalement, eh bien, cette fin m'a plutôt fait l'effet d'un ballon de baudruche qui se dégonfle mollement, avec toute la rage véhiculée par Holden durant tout le récit. Je m'attendais vraiment à une fin beaucoup plus tranchée, beaucoup plus grandiose et définitive. C'est vraiment dommage. Et puis alors comme le roman précédent, je pense que ma lecture n'a pas non plus là été facilitée par la traduction. En effet, je suis persuadée que c'est un roman qui a dû être beaucoup plus apprécié dans sa langue originelle. Je dirais généralement c'est le cas de toute façon de tous les romans, car si j'imagine tout à fait qu'un tel style d'écriture si particulier devait vraiment être très compliqué à traduire, ça y a pas de souci, je l'imagine totalement. Malheureusement, je dois aussi dire qu'en tant que lectrice, j'ai vraiment ressenti le fait que cette traduction était bancale et j'avais presque le sentiment parfois d'entendre le traducteur dire « Ok les mecs, je sais, c'est pas ouf, mais j'ai pas mieux. » Certains thèmes choisis tombent à côté et de façon globale, je trouve qu'on ressent vraiment que le langage utilisé était en quelque sorte intraduisible et que par conséquent en français on ne pouvait avoir qu'une expérience de lecture dégradée comparativement à la VO. Je ne sais pas s'il existe d'autres traductions françaises, j'imagine certainement que oui parce que comme je le disais ça reste un classique, mais personnellement je ne recommanderais pas celle de cette édition. Je suis donc très contente d'avoir enfin lu l'Attrape-cœur pour ma culture générale, mais je peux pas dire qu'en tant que lectrice, ce fut une expérience de lecture très agréable, ni que ce soit un roman qui marquera profondément ma vie. Je tenterai néanmoins au moins un autre roman de Salinger à l'occasion, pour me faire une idée un peu plus précise, afin de savoir si vraiment c'est ce roman-là qui ne m'a pas du tout emballé, ou si c'est tout simplement le style global de l'auteur qui ne me convient pas du tout. Suite au prochain épisode donc. D'ailleurs, si vous avez d'autres titres de Salinger potentiellement à me recommander, je suis preneuse de conseils, parce que là, je vous avoue qu'après celui-ci, je ne sais vraiment pas potentiellement vers quel autre titre me tourner. Donc appel à tous les connaisseurs de Salinger, vraiment s'il y a un titre à me recommander, hormis celui-là donc, lequel est-ce, s'il vous plaît? Dites-le moi en commentaire. Bien, donc après ces lectures plutôt bof-bof, on va pas se mentir, je vous rassure, j'ai aussi fait d'autres lectures beaucoup plus réussies. Alors oui, je spoil un petit peu du coup les avis suivants, mais c'est pas grave. Et je vais donc ensuite vous parler de 5 cartes brûlées de Sophie Loubière aux éditions Pocket. Alors ça va pas être évident de vous
d'écrire ce roman, de vous faire un résumé de l'histoire parce que c'est vraiment une histoire qui se construit au fur et à mesure et qu'il faut découvrir, je trouve, au fur et à mesure des pages. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que dans ce roman, on va principalement suivre Laurence de sa toute enfance. Hein. Elle grandit au sein d'un foyer où les parents ne s'entendent pas vraiment très bien. Elle est assez maltraitée aussi par son grand frère. Et puis au fur et à mesure qu'elle va grandir, eh bien Laurence va s'arrondir, ce qui ne va pas non plus améliorer, je dirais, son expérience de la vie. Et puis on va donc la suivre comme ça, la voir grandir, la voir évoluer depuis, comme je le disais, son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, de jeune adulte, puis ensuite d'adulte jusqu'à ce qu'elle devienne croupière dans un casino. Et voilà, c'est la vie de Laurence. Si je devais résumer ce roman, je n'en dirais pas plus. Et personnellement, je trouve que 5 cartes brûlées est de ces livres qui marquent. En tout cas, personnellement, c'est vraiment une lecture qui m'aura marqué et dont je pense je vais me souvenir pour le coup un moment. Pourtant, je vous avoue que les débuts furent un peu difficiles parce que, tout simplement, le type de narration mis en place par Sophie Loubière, excusez-moi, peut être parfois un peu désappointant. Les chapitres sont une sorte de fourre-tout, de récits à la 3e personne, d'autres racontés à la 1re personne de façon un peu plus métaphorique, de rapports d'experts ou encore d'articles de journaux. Et au départ, j'avais un peu le sentiment que l'action s'enlisait et que l'histoire tournait un peu en rond. Et au final, j'ai compris que la construction même du récit était parfaitement en accord avec le fond du roman. Toute cette cacophonie et cette confusion reflètent finalement l'ambiance globale du roman et l'état d'esprit des personnages. C'est un roman dont je vais avoir beaucoup de mal à parler parce que c'est presque un livre dont il faut faire l'expérience, je trouve. Ouais, en fait, cette lecture, c'est presque une expérience à vivre. Il faut vraiment s'y laisser couler pour découvrir la descente aux enfers d'une famille française lambda. Alors par contre, attention, je trouve que c'est vraiment un titre qui n'est pas abordé comme un thriller, ce que je pensais à la base. Pour moi, c'est plus un roman contemporain qui assez rapidement va glisser vers le roman noir. Je préviens, hein, il faut, je pense, un minimum avoir le moral avant de débuter cette lecture parce que c'est vraiment, pour le coup, le type de récit qui plombe pas mal. La vie de Laurence semble n'être qu'une succession d'épreuves et on traverse vraiment tout le roman avec ses yeux, on vit avec elle ses hauts et ses bas. J'ai trouvé extrêmement intéressant le fait de suivre ce personnage qui présente des troubles du comportement alimentaire et qui en plus de ça souffre de surpoids. Le fait d'être vraiment plongé dans sa tête permet, je pense, d'appréhender un minimum ce que peuvent vivre les personnes qui sont dans ce cas de figure. Parce que personnellement, je ne suis pas en surpoids, je ne suis pas obèse, mais malgré tout, j'ai eu le sentiment que dans ce roman, cette thématique et en tout cas le mal-être qui peut en découler était plutôt bien traité. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure et que vous avez lu ce roman, je serais vraiment curieuse d'avoir votre ressenti justement sur le sujet. De façon globale, pour moi, il y a vraiment 2 grandes thématiques qui se dégagent de ce roman, c'est le rapport au corps et la santé mentale. Je vous le précise tout de suite par contre, les personnages ne sont pas attachants. Même Laurence, hein, qui pourtant, on est d'accord, présente a priori tous les traits de l'héroïne du roman qu'on doit apprécier, ben, j'ai trouvé que assez souvent finalement elle m'avait laissé avec un sentiment de malaise qui faisait que c'était compliqué de vraiment développer de l'empathie pour elle. Ouais, vraiment, c'est un personnage qui a fait naître en moi des sentiments très ambivalents. Ce que j'ai préféré dans 5 cartes brûlées, c'est que l'auteur a vraiment été creusé très profondément la psychologie de tous ces personnages.
Chaque protagoniste est un millefeuille qu'on apprend à connaître au fur et à mesure, et l'ensemble de l'histoire est une sorte de château de cartes branlant qui finit par totalement s'effondrer. Alors j'imagine que Sophie Loubière a voulu donner à la fin de ce récit un côté un peu surprenant. Je dois reconnaître que pour ma part, j'ai vu venir en fait les révélations finales. Je pense tout simplement parce que je commence à avoir un certain bagage littéraire et que forcément j'ai rapproché cette histoire d'autres récits que j'ai déjà lus par le passé. En plus de ça, j'ai trouvé la fin un peu rapide. Vraiment, j'aurais aimé un peu plus d'explications sur certaines actions. J'ai trouvé que l'auteur était passé très vite sur le après, entre guillemets, sur cette scène finale. Comme si elle avait vraiment hâte de terminer ce roman. Mais du coup, c'est vrai qu'en tant que lectrice, je suis un petit peu restée sur ma faim. Malgré tout, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai d'ailleurs vraiment beaucoup aimé le tout dernier chapitre qui se pointe comme une espèce de toute petite note de lumière au milieu de toute cette énorme noirceur que l'auteur a fait endurer au lecteur depuis le début. Vraiment, je pense que c'est un roman qui ne laissera pas indemne la plupart des lecteurs. C'est un roman cru, sombre, mais aussi très réaliste qui malheureusement, j'imagine, dépeint le quotidien d'une part non négligeable de la population. Et avec ce titre, j'ai retrouvé la Sophie Loubière que j'avais tant appréciée lorsque je l'avais découvert durant ma lecture de L'Enfant en cailloux. Pour moi, c'est vraiment le même type d'histoire dans lequel on va suivre un personnage lambda, pas mal chahuté par la vie et dans lequel tout du long, l'auteur n'a de cesse de faire douter le lecteur à propos de ce qu'il lit. Les deux romans ont aussi en commun de décortiquer les liens familiaux et plus particulièrement d'ailleurs les relations familiales assez délétères. Malgré donc quelques petits passages à vide, 5 cartes brûlées reste pour moi un très bon roman noir que j'avais beaucoup de mal à lâcher une fois que j'étais plongée dedans. Alors si vous êtes amateur de psychologie, de personnages complexes et d'ambiance lourde, alors allez-y. Tentez l'expérience, je pense vraiment que c'est un titre qui peut beaucoup vous plaire. Bien, et puisque malheureusement je n'ai pas toute la journée à vous accorder, je vais essayer de rapidement passer au dernier livre de ce point lecture. Enfin, rapidement, oui et non, parce que je pense que je vais avoir pas mal de choses à en dire aussi. Et ce roman, il s'agit de Misery de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors, ai-je vraiment besoin de vous faire un résumé de Misery parce que je me demande si l'adaptation cinématographique n'est pas plus célèbre encore que le livre. Autant, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'absolument tout le monde a peut-être pas vu, mais en tout cas entendu parler du film qui en a été tiré. Mais bon bref, au cas où ce ne soit pas votre cas, eh bien je dirais tout simplement que dans Misery, on va suivre Paul Sheldon, qui est un écrivain qui a connu vraiment un gros succès littéraire suite à la publication d'une série de romans autour d'un personnage qui s'appelle Misery, qui est une espèce d'héroïne comme ça, un peu à la... Moi j'imaginais vraiment l'ambiance La Petite Maison dans la Prairie. Vous voyez, c'est un peu cette époque avec ces femmes qui sont contraintes par la société et en même temps très courageuses. Bref, toujours est-il donc que Paul Sheldon a écrit toute une saga autour de ce personnage-là, et qu'il en a eu marre de cette espèce de greluche. Pour lui, c'est un peu une greluche. Il a voulu passer à autre chose. Il a donc écrit un roman complètement différent. Et au départ de Misery, Paul Sheldon se réveille dans une pièce qui n'est bien sûr pas chez lui. On comprend rapidement qu'il a eu un accident de voiture. En fait, il roulait beaucoup trop vite et il a fini concrètement dans le fossé. Et il a été récupéré par Annie, qui est une ancienne infirmière et surtout qui en plus de ça est sa plus grande fan, comme elle le dit elle-même. Annie est donc une fan inconditionnelle de Paul Sheldon, ou plus particulièrement plutôt du personnage de Misery,
Le problème, c'est aussi qu'Annie est légèrement frappadingue et qu'elle ne va malheureusement pas laisser gentiment le petit Paul Sheldon retourner chez lui une fois qu'il se sera remis de ses blessures. J'ai donc enfin pris le temps de relire ce livre qui était donc pour rappel le tout premier King que j'ai lu durant ma préadolescence, et mon Dieu que cette lecture fut intense et nostalgique à la fois. J'avais le souvenir d'un roman assez horrible avec des scènes qui donnent envie de vomir, et à ce sujet, ma mémoire ne m'avait pas vraiment trompée. Je confirme que se trouvent dans Misery des scènes particulièrement sanglantes, parfois à la limite du soutenable, donc vraiment, hein, lecteur sensible, abstenez-vous, parce que Stephen King a parfaitement bien traité dans ce titre la thématique de la douleur physique. Paul Sheldon endure en effet différentes douleurs corporelles, que ce soit celles provoquées par son accident de voiture, celles infligées par Annie ou encore celles créées par le manque de médicaments. Et à chacun de ces passages, en tant que lectrice, j'avais mal. Presque je sentais la douleur à l'intérieur de mon corps. En effet, la question de la dépendance aux médicaments comme drogue est particulièrement bien abordée. Après, vous me direz, ça, ce n'est pas très surprenant étant donné que bien, King lui-même a été accro à différentes drogues, dont les médicaments. C'est affreux pour l'homme qu'il était, mais du coup, d'être lui-même passé par cette épreuve, eh bien, je suis persuadée que c'est aussi ça qui a permis d'apporter à cet aspect du roman un côté si réaliste et tangible. Il y a un autre point de l'histoire que je trouve assez incroyable, c'est que les douleurs et l'état des jambes de Paul Sheldon après son accident de voiture sont, j'ai l'impression quand même, très proche de ce que Stephen King vivra du coup lui-même 12 ans plus tard, hein, par rapport à la date de parution de ce roman, lorsque lui-même sera renversé par un chauffard. Comme quoi, une fois de plus, chez les auteurs comme lui, fiction et réalité sont bien souvent imbriqués. King semble donc s'être énormément inspiré de lui-même et de sa propre expérience pour écrire le personnage de Paul Sheldon. En toute logique, dans ce roman, il y est donc beaucoup question du rôle de l'écrivain, de sa façon de vivre et d'expérimenter l'écriture d'un roman, mais aussi des difficultés que peuvent traverser les écrivains et plus globalement, je pense, toute personne qui exerce un métier de création pure qui demande une certaine forme de lâcher-prise et d'abnégation. King traite aussi l'autre pendant de la relation auteur-lecteur avec, bien sûr, la figure de la lectrice, et plus particulièrement d'ailleurs de la lectrice vraiment fan, alors bien sûr au travers du personnage d'Annie, mais pas que. Et s'il y a bien un trait de l'écriture de King qui ressort très fortement dans Misery, c'est sa capacité incroyable à dresser des psychologies de personnages hyper complexes. Ce roman, c'est un vrai face-à-face en huis clos. C'est un duel au sommet entre un personnage totalement fou qui feint la normalité et un homme plutôt sain qui, au fur et à mesure, va glisser dans la folie. L'angoisse ne m'a pas quittée durant toute ma lecture et la tension ne fait que se resserrer et augmenter petit à petit. À chaque nouveau chapitre, on redoute un nouveau pétage de câble d'Annie, on redoute ses coups de folie autant que Paul Sheldon. Et ce qui est particulièrement angoissant avec elle, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser et qu'en même temps, on sait qu'elle est capable, en un claquement de doigts, de basculer vers le pire. Annie est sans aucun doute l'un des personnages les plus effrayants que j'ai pu lire dans l'univers de Stephen King. Et si ce livre est aussi terrifiant, c'est parce que, au-delà de certaines scènes de torture physique et psychologique particulièrement difficiles à lire, eh bien le pire, c'est que cette histoire est ultra réaliste. Aucune trace de fantastique ou de surnaturel dans ce King, tout ce qui y est décrit est totalement plausible et l'auteur ne fait que nous y décrire la folie humaine
pure parce qu'au fond de nous, on sait que des Annie Wilkes existent réellement dans le monde et que malheureusement, tous les jours, il y a des personnes qui agissent ainsi, qu'elles se cachent d'ailleurs sous les traits d'une gentille infirmière ou tout autre. On retrouve également dans Misery d'autres thématiques qui reviennent très souvent dans les romans de King. Je pense par exemple à l'obsession, à la paranoïa ou encore à la déchéance du corps. Stephen King aborde aussi formidablement bien la thématique de l'imaginaire et de la création qui permettent bien sûr de s'évader mais aussi parfois carrément de sauver. Et ce sont des idées qui, alors bien sûr, comme directement dans Misery, peuvent renvoyer à l'expérience de l'auteur lui-même en tant que créateur, mais peuvent également être partagées par le lecteur au travers de son expérience de lecture. La fin, quant à elle, est pour moi très réussie. Je pense que je n'avais effectivement pas dû terminer ma lecture du roman M'adolescence parce que je n'avais pas du tout souvenir de cette fin. Et je trouve qu'une fois de plus, King a parfaitement fait mentir ses détracteurs qui ont tendance à clamer haut et fort qu'il ne sait pas écrire des fins, parce que pour moi la fin ici boucle la boucle parfaitement. Si je devais avoir un regret quant à ce roman, ce serait peut-être de ne pas avoir pu en apprendre encore plus sur le passé d'Annie. Je suis persuadée qu'encore plus d'excursions et d'explications sur son vécu n'auraient fait que renforcer encore le personnage. Après, je me dis que ça aurait peut-être aussi permis de créer peut-être un peu trop de compassion pour ce perso, et donc ça aurait aussi pu être à double tranchant. S'il y a par contre un point vraiment négatif que j'ai noté durant ma lecture et qui n'est absolument pas imputable à l'auteur, c'est qu'une fois de plus, j'ai vraiment eu le sentiment que la traduction avait été faite à la va-vite. Assez rapidement, j'ai arrêté de compter les coquilles et autres erreurs d'accords qui égrènent cette histoire. C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas rare, notamment d'ailleurs dans les traductions des vieux romans de King. Mais ce que je trouve assez déplorable, c'est qu'aujourd'hui, on ressorte de nouvelles éditions qui, certes, sont magnifiques, je ne cesserai jamais de le dire, mais qu'au passage, on ne prenne pas le temps de corriger les coquilles, de corriger les erreurs de la première traduction qui, à mon sens, est loin de ce qu'un bon travail éditorial est censé fournir. Donc, vraiment, merci de faire des couvertures aussi sublimes, mais ce serait bien aussi de level up aussi un petit peu le contenu, parce que là, croyez-moi, il y a quand même du taf. Et je pense que depuis le temps que ce roman est paru, les maisons d'édition ont dû être mises au courant que la traduction n'était vraiment pas terrible. Malgré donc ce point noir dû à la traduction, je confirme que Misery est vraiment un très très bon roman de Stephen King, si ce n'est l'un de ses meilleurs. En tout cas, comme roman noir psychologique en huis clos, pour moi c'est une référence à recommander aux lecteurs qui ne seraient pas trop sensibles aux scènes sanglantes et à la douleur physique. Pour ma part, c'est vraiment un King que, croyez-moi, je ne suis pas prête d'oublier. En même temps, je dis ça, mais la quasi-totalité des romans de King reste toujours bien imprimée dans ma tête. N'est-ce pas là le signe d'un grand auteur? Je vous le demande. Pour moi, ça en fait partie. Un roman angoissant à souhait avec un duel au sommet qui regroupe vraiment une très grande partie de tout ce que j'aime tant chez Stephen King. Je suis donc ravie d'avoir vraiment pris le temps de faire cette relecture et ouais, je crois que vous l'aurez compris, c'est pour moi un joli coup de cœur. Je ne vais pas m'amuser une fois de plus à tenter de faire un classement des romans du King parce que pour moi c'est vraiment trop compliqué, il y en a beaucoup trop que j'ai adoré, mais croyez-moi, celui-ci vient quand même se classer dans mon espèce de gros top des romans de King. Et voilà, c'est donc les 4 romans que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Alors vous voyez, certes, j'ai eu de petites ou grosses déceptions, mais j'ai aussi fait de très très bonnes lectures. Pour moi, 5 cartes brûlées est également un petit coup de cœur, donc entre 5 cartes brûlées et Misery. Autant dire que je me suis vraiment
éclaté. Bon ok, ça reste des romans très très sombres et je conçois tout à fait que pour plein de gens ce ne soit pas des moments très très agréables, mais que voulez-vous, moi c'est vraiment le type de lecture qui m'embarque et bon, vous l'aurez compris, hein, King, je suis complètement accro et j'ai pas fini de vous en parler. Mais ça, je pense que si vous suivez la chaîne, vous l'avez désormais bien compris. Je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo, mais normalement, j'imagine avant le Black November, donc si tout se passe bien, eh bien, suivront très bientôt une suite de vlog lecture durant tout le mois de novembre. Alors comme d'habitude, hein, vous le savez, si vous voulez papoter avec moi à propos des bouquins que je vous ai présentés aujourd'hui, eh bien, allez-y, en commentaire. Vraiment, je prends le temps de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas si vous souhaitez que l'on papote ensemble. Et puis, bien, comme d'habitude, hein, vous le savez, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!